Salut, c'est Xondor. Savez-vous qu'il y a actuellement une série Ahsoka sur Disney+. M'en bat les couilles, frère. Cela tombe bien, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Non, on va parler des comics liés au jeu Star Wars KOTOR. Bienvenue sur ma chaîne, Xondor Kailus. Aujourd'hui, je voudrais parler du comics KOTOR, Knight of the Old Republic, qui ont été traduits en français par Chevalier de l'Ancienne République. Tout de suite, ça fait moins classe. Mais également, un petit peu des jeux vidéo KOTOR, d'où sont tirés ces comics. À la base, c'est un jeu vidéo, ensuite c'est un comics. Il s'agit d'une série de comics complète, scénarisée principalement par John Jackson Miller, entre 2006 et 2010. Cette série est composée de 50 issues, dont une conclusion en 5 issues, intitulée Knight of the Old Republic War. Alors pour rappel, ce que j'appelle les issues, c'est ce qu'on appelle chez nous les kiosques. Chez le marchand de journaux. En VF, cette série a été publiée chez Delcourt en 9 volumes et rééditée récemment par Panini dans les Epic Collections. Chronologiquement, dans la timeline de l'univers étendu Legend, ces comics se situent une vingtaine d'années après les comics Tales of the Jedi, en moins 3964, avant la bataille de Yavin, 0 étant la bataille de Yavin. Pour rappel, la bataille de Yavin fait référence au premier film Star Wars, épisode 4, Un Nouvel Espoir, qui date de 1977. Donc, chronologiquement, on se situe 8 ans avant les événements du premier jeu Knight of the Old Republic, qui lui se situe en moins 3956, avant la bataille de Yavin. Également pour rappel, le premier jeu KOTOR date de 2003. On est en pleine période prélogie. Avant tout, il est important de comprendre certains éléments de base du premier jeu Knight of the Old Republic, sorti en 2003 sur Xbox et ensuite sur PC. Donc voici un court résumé des événements qui conduisent au scénario du jeu. Les guerriers mandaloriens décident de partir à la conquête de la galaxie, en s'opposant à la République. Ce conflit aura pour nom les guerres mandaloriennes. Les Jedi hésitent à prendre part au conflit. Cependant, 2 chevaliers Jedi, contre les avis du Conseil, décident de s'engager pour le front. Il s'agit des Jedi Revan et Malak. Revan défait le chef Mandalore sur la planète Malachor V. Ainsi, Revan met fin aux guerres mandaloriennes. Revan et Malak, qui étaient considérés comme des héros de la République, reviennent des régions inconnues de la galaxie, avec une mystérieuse flotte. Les 2 Jedi s'autoproclament Seigneur Sith, et revendiquent la galaxie à la République galactique. Pour comprendre ce revirement de situation, il faut lire le roman Revan. Profitant d'un instant de faiblesse de son maître Dark Revan, Dark Malak bombarde le vaisseau de Dark Revan. Celui-ci est porté disparu. Enfin, ça c'est ce qu'on croit. Voilà, c'est ainsi que débute le premier jeu KOTOR. Vous incarnez un mystérieux soldat, voyou ou éclaireur, Cela dépend avant tout du joueur. qui se réveille à bord du vaisseau républicain Landar Spear. Celui-ci subit une attaque de la flotte Sith de Dark Malak, en orbite autour de la planète Taris. Donc voilà, ça c'était pour les repères chronologiques. Mais de quoi parlent ces comics exactement? Alors si dans un premier temps, il semble qu'il s'agisse juste d'un préquel aux événements du premier jeu vidéo Knight of the Old Republic, eh bien non, pas seulement. On y suit les aventures du Jedi maladroit Zen Karrik, ainsi que ses amis, à travers une galaxie en pleine guerre mandalorienne. Zen Karrik est un padawan Jedi sur Taris, et se retrouvera malgré lui faussement accusé du meurtre de ses camarades padawan Jedi, et il est impliqué dans un complot Jedi visant à éradiquer le côté obscur, avant qu'il ne se manifeste. Tout cela orchestré par des maîtres Jedi, dont le maître de Zen Karrik, Lucien Drey. Les maîtres Jedi tentent d'éviter le retour des Sith, comme c'était le cas il y a une trentaine d'années, à cause d'Exar Kun. Les maîtres Jedi ont une vision de force, d'un mystérieux personnage vêtu de rouge qui provoquera le retour des Sith. En fait, on découvrira, Alors attention, micro-spoiler, qu'il s'agissait du Jedi Alex Skin Square Gesimus, de passage sur Taris, et se préparant à retourner sur le front pour aller affronter les Mandaloriens. Alex Skin Square Gesimus porte assistance au Jedi padawan maladroit Zen Karrik. Mais qui est ce Alex Skin Square Gesimus? Eh bien, en quelques lignes de dialogue subtiles, les anciens joueurs de KOTOR comprennent qu'il s'agit du futur Dark Malak. Zen Karrik arrive une nouvelle fois en retard à une réunion du Conseil Jedi, car il tente d'arrêter pour une énième fois le petit malfrat Marn Hieroglyph. Cependant, en arrivant à l'enclave Jedi, il tombe nez à nez devant ses camarades padawan tous morts, et les maîtres Jedi ont tous leur sabre laser allumé. La scène ne laisse aucun doute sur les assassins que sont les maîtres Jedi. Zen Karrik prend alors la fuite avec son prisonnier, Marn Hieroglyph. Zen et Griff iront se réfugier dans la ville basse de Taris. Là-bas, ils feront la connaissance de Jarel et Camper. Ils arriveront à fuir Taris à bord du vaisseau Le Dernier Recours. Zen et ses amis deviennent les fugitifs de la République. Au cours de leurs aventures à travers la galaxie, sur fond de guerre mandalorienne, et pourchassés par les Jedi, certains nouveaux personnages viendront s'ajouter aux membres d'équipage du Dernier Recours. Le Mandalorien Orlan Dir, le Trandoshan Slick, et bien sûr, le Jedi Alex Skin Square Gesimus, futur Dark Malak. L'équipage du Dernier Recours devront affronter différents ennemis au cours de leurs aventures, en plus de l'étrange coalition Jedi menée par le maître Lucien Drey. Ils seront confrontés aux Mandaloriens, l'arcanien seigneur Adaska, ainsi que des Rakghoul. Alors, je ne vous spoilerai pas tout ce qui se passe dans ces comics. Je tiens vraiment à ce que vous vous les procurez par vous-même.
L'avantage premier de cette série, je dirais, c'est qu'elle est très facile d'accès, même pour les néophytes. Il n'est pas nécessaire d'avoir toutes les connaissances de l'univers étendu pour le comprendre. Bien que l'on s'éloigne totalement des films, le fait que cela se situe 3 millénaires dans le passé ne contredit aucunement les événements des films de la trilogie originale. N'est-ce pas, Ahsoka Tano? Un autre point fort de cette série, c'est l'humour, subtilement présent malgré la gravité de la situation. Et oui, Zen Karik est un padawan gaffeur maladroit. Zane fait étrangement penser à un joueur de jeux vidéo qui a du mal avec le gameplay d'un tout nouveau jeu. Ouais, un peu comme moi quand je joue à Jedi Survivor. C'est pour ça que je m'y remets d'ailleurs. Zen Karik est ce qu'on pourrait appeler un noob. Certains traits d'humour de la série nous permettent de nous attacher au personnage tout du long. Et ce qui est fort, c'est que grâce à cela, on retrouve l'esprit d'équipage du Faucon Millenium durant les films de la trilogie originale. Parce que c'est ce qu'est Star Wars à la base, une aventure spatiale, pas juste une histoire de guerre des clones ou de combat au sabre laser. Le scénariste, John Jackson Miller, a parfaitement compris cela. Il en joue énormément. Un triangle amoureux se forme également autour de la belle Jarell. Ah bah ça, dès qu'il y a des histoires de cul, ça vous intéresse, hein? Bande de pervers. Comment ça, pas mal les bzaises? On n'arrive pas comme ça sur un stream, on dit pas mal les bzaises? Mais je ne vous spoilerai pas qui sont ses prétendants. Cette série de comics permet également d'introduire le début du crossover Vector, qui aura des répercussions sur les autres séries de comics Star Wars sur différentes époques. Star Wars Dark Times, Star Wars Rebellion, et Star Wars Legacy. Tout cela par l'intermédiaire de la Jedi Céleste Morn, et également un talisman Sith qui propage la maladie des Ragouls. Les Ragouls ont introduit dans le jeu vidéo KOTOR 1. Il s'agit d'une maladie dans les souterrains de Taris. Il suffit d'une simple morsure pour vous transformer en Ragoul. Alors certains se diront sûrement, mais pourquoi appeler cela Knight of the Republic s'il ne s'agit même pas de l'histoire du jeu? C'est vrai, on est parfaitement en droit de se le demander, surtout à notre époque, où une série Secret Invasion n'a absolument rien à voir avec les comics de Brian Michael Bendis. Qu'un film Venom existe sans Spider-Man, qu'une série Ahsoka va voir le jour alors que... Juste ta gueule. Ta gueule, ta gueule, ta gueule. Je veux plus entendre parler d'Ahsoka. Cette série de comics nous a d'abord été vendue comme un préquel aux événements du jeu vidéo, se situant 8 ans avant. On assiste donc au début des guerres mandaloriennes. On y retrouve d'ailleurs certaines références. Le début des comics se déroule sur Taris, tout comme la toute première planète du jeu. Certains personnages du jeu font également une courte apparition sans nuire à la continuité de l'histoire des comics. Kars Onazi, Mission Vao, Malak avant qu'il devienne Dark Malak, l'amiral Saul Karat, les maîtres Jedi Vrook et Vandar, et sûrement d'autres personnages qui m'ont échappé. Lors d'un flashback, on peut même voir l'un des personnages principaux des jeux KOTOR, le dénommé Revan, le revanchiste. C'est là toute la subtilité du truc. Les aventures de Zen Karik se situent en parallèle des événements majeurs qui ont contribué au scénario du début du jeu. Plus je parle des jeux, et plus je me dis qu'il faudrait faire un court résumé. Attention, la suite contient du spoiler. Lorsque le jeu KOTOR 1, premier du nom, débute, vous incarnez un mystérieux personnage qui aurait perdu la mémoire à bord du vaisseau républicain Landa Spire, autour de la planète Taris. Landa Spire subit un assaut Sith de la flotte de Dark Malak. L'équipage républicain s'échappe à bord de navettes vers Taris. Votre personnage s'échappe avec Kars Onazi, un soldat républicain. Kars vous explique que vous devez retrouver la navette de sauvetage de la Jedi Bastila Shan. Grâce à l'aide du gang des becs cachés de la ville basse, dont fait partie Mission Vao et son ami Wookie Zalbar, vous parvenez à secourir Bastila du gang rival, les Vulcars Noirs. Une fois Bastila sauvé, il vous faut quitter Taris pour rejoindre la République. Seulement, la planète étant assiégée par la flotte Sith en orbite, il vous est impossible de quitter Taris. C'est là qu'intervient le Mandalorien Canderous Ordo. Canderous est un homme de main de Davik, un seigneur du crime local. Canderous est prêt à vous faire quitter Taris en trahissant Davik, en lui volant son vaisseau l'Ebon Hawk. Alors que la planète Taris est bombardée par la flotte Sith de Dark Malak, vous et vos compagnons, Kars Onazi, Mission Vao, Zalbar, T3M4, Bastila Shan et Canderous Ordo, vous vous échappez in extremis de la planète Taris en flammes, à bord du vaisseau l'Ebon Hawk. Arrivé sur l'enclave Jedi de Dantooine, le Conseil Jedi vous apprend que vous et Bastila partagez un lien à travers la Force, car vous partagez des rêves de vision de Force sur Revan et Malak qui étaient à la recherche d'une mystérieuse forge stellaire sur Dantooine. Le Conseil Jedi vous charge, vous et vos compagnons, d'aller parcourir la galaxie à la recherche d'autres cartes stellaires pour trouver la mystérieuse forge stellaire. Vous partez explorer les différentes planètes avec vos compagnons, ainsi que la Jedi Katar Juhani, que vous avez libérée du côté obscur lors de votre séjour sur Dantooine. Parmi les différentes planètes, il y a Tatooine, Korriban, Kashyyyk, Manaan. Sur toutes ces planètes, vous découvrez une nouvelle carte stellaire, comme celle d'Dantooine, qui était censée vous mener à l'emplacement de la forge stellaire. Lors de votre parcours, vous rencontrez le Jedi Jolly Bindo, ainsi que le druide HK-47, qui se joignent à votre équipage. Lorsqu'enfin vous avez localisé la planète de la forge stellaire, sur Akatam Prime, vous êtes capturé par la flotte de Dark Malak, ainsi que l'amiral Saul Karat. C'est alors le moment de révélation. Malak vous apprend qu'avec stupeur que vous êtes Dark Revan. Le Conseil Jedi a effacé votre mémoire, en espérant que vous sauviez leur cause. Bastila s'interpose entre vous, Kars et Malak, pour vous permettre de vous échapper à bord de l'Ebon Hawk. Bref. Ouh là là là. Le spoil de ouf là quand même, hein. Faites le jeu. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à la fin, vous affrontez Malak à bord de la forge stellaire, et vous gagnez. Pour ce qui est de KOTOR 2 The Sith Lord, vous incarnez un autre personnage, qui n'a pas d'identité secrète cette fois-ci, mais qui est toujours lié à Revan. Il s'agit du Jedi exilé, l'un des Jedi sous les ordres de Revan durant les guerres mandaloriennes. Alors pour être honnête avec vous,
j'ai fait ce jeu 2 fois dans ma vie, contrairement à KOTOR 1, que j'ai fait plusieurs fois. Pour KOTOR 2, mes souvenirs sont assez flous. Certes, il y est très intéressant et plus fourni que le 1, mais niveau scénario, c'est un peu confus. Dans mes souvenirs, le scénario de KOTOR 2 était assez brouillon. On tente de nous expliquer que Revan et Malak ont été corrompus par le côté obscur après la bataille de Malachor 5, que révélait une académie Sith dans ses bas-fonds. Mais en fait, ce n'est pas ça. Au cours de votre périple, vous affrontez Dark Nihilus, Dark Sion, ainsi que Dark Traya. Pour ce qui est de KOTOR 3... Ah quoi, vous êtes au courant pour KOTOR 3 ? Même si à l'origine, ce n'est pas un jeu. En effet, KOTOR 3 n'existe pas réellement. Du moins, il n'y a pas le titre KOTOR. Il s'agit en fait d'un roman écrit par l'auteur Drew Karpyshyn. Il s'agit du même auteur qui a fait la trilogie Dark Bane, mais aussi un des scénaristes sur les 2 jeux KOTOR. Ce roman fait partie d'une série de romans servant à introduire le jeu vidéo online Star Wars The Old Republic, se situant 400 ans après le jeu KOTOR. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Le roman Revan se situe peu de temps après les événements des jeux KOTOR 1 et 2. Ce roman sert de conclusion au personnage du jeu, mais aussi à nous trouver une explication au fait que Revan et Malak sont subtilement basculés du côté obscur après les guerres mandaloriennes. Tout ça étant lié au fait qu'ils aient découvert un empire Sith caché sur la planète Dromundkas. Pour conclure, la période Knights of the Old Republic est extrêmement vaste. D'ailleurs, vous l'avez remarqué vous-même, je ne peux pas parler des comics sans parler des 2 jeux vidéo. Est également extrêmement riche en apports à l'univers étendu de l'époque, concernant Star Wars. À tel point qu'une certaine partie des passionnés considère KOTOR comme étant le vrai Star Wars, en faisant abstraction de tout ce qu'il y a autour. KOTOR faisait partie de l'univers étendu, et maintenant de l'univers Legend, mais ne remplacera jamais les films de la trilogie originale, qui sont eux la base même de Star Wars. Par contre, il faut être clair sur un point. Le personnage de Revan appartient pour le moment uniquement à l'univers Legend, et non au canon. Alors je ne dis pas qu'un jour, peut-être, l'univers canon de Disney nous fasse une nouvelle version de Revan dans le canon. Cependant, si tel est le cas, le personnage de Revan de l'univers canon ne sera pas celui des jeux vidéo KOTOR. Certains voient des références allant de la série The Clone Wars en passant par la postlogie, en théorisant que Revan pourra éventuellement être dans le canon. Alors oui, Filoni et J.J. Abrams ont fait plein de clins d'œil au personnage de Revan et l'univers de KOTOR. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base, les jeux vidéo KOTOR faisaient déjà référence aux différentes œuvres littéraires de l'ancien univers étendu, bien avant que celui-ci ne devienne l'univers Legend. Notamment les comics Tales of the Jedi. Ulick Keldroba, Nagasado, Domuson Rider, etc. Et là, ça pose un hic. Les comics Tales of the Jedi appartiennent uniquement à l'univers Legend. Si on considère la nouvelle série TV Tales of the Jedi sur Ahsoka et Dooku, qui appartiennent eux au canon. Et puis dans le canon, la planète d'origine des Sith se nomme Morriban, et non Corriban. Et ça, c'est juste des petits détails. Bref, pour revenir à la conclusion, je pense qu'il n'est pas nécessaire de jouer aux jeux vidéo pour comprendre l'intrigue principale de cette série de comics. Et inversement, je pense qu'il n'est pas nécessaire de lire cette série de comics pour faire le jeu. En revanche, et je pense que c'est toute la subtilité du truc, je conseille vivement de faire au moins le jeu une fois pour comprendre tous les petits clins d'œil distillés tout au long des comics. Et comme tous vos passionnés de Star Wars vous le diront, il faut d'abord regarder la trilogie originale avant de regarder la prélogie. Bah là, c'est pareil. Quand on y réfléchit, l'univers de KOTOR, que ce soit les comics ou les jeux, reprend des éléments narratifs de la trilogie originale et les retourne de façon inattendue. L'hypocrisie des Jedi en est le parfait exemple. Tout comme Obi-Wan Kenobi, qui a menti à un jeune Luke Skywalker sur l'identité de son père, Anakin Skywalker, qui était en fait Dark Vador. Dans les comics KOTOR, nous avons Lucien Drey et ses acolytes maîtres Jedi qui n'hésitent pas à employer des méthodes plus que discutables pour soi-disant stopper le côté obscur avant que celui-ci ne se manifeste, aux grandes dames du jeune Zen Karik. Et maître Jedi qui n'hésite même pas à faire accuser Zen Karik du meurtre de ses camarades Jedi. Dans le jeu KOTOR 1, le Conseil Jedi profite de l'opportunité offerte par l'amnésie temporaire de Dark Revan pour le rallier à leur cause. Non, parce que Bastila, elle a beau te faire des yeux doux de baratiner, mais elle sait très bien qui t'étais dès le départ. Elle sait très bien que t'étais Dark Revan. Pense à ça la première fois que tu referas le jeu. Les Jedi, dans leur plus grande bonté, sont aussi des menteurs hypocrites, d'un certain point de vue. L'univers de KOTOR, que ce soit les jeux et les comics, est une partie de l'univers étendu que je vous recommande fortement. Bien loin des événements des films de la prélogie et de la trilogie originale, loin de la guerre des clones ou de l'Empire Galactique contre l'Alliance Rebelle, cette partie de l'univers étendu nous permet de nous évoquer une période d'un lointain passé sans nuire à la continuité des événements des 6 films principaux. N'est-ce pas, Ahsoka Tano ? Voilà, je pense avoir dit l'essentiel. Maintenant, un petit détail, c'est que ces comics, ils ont un petit défaut, c'est qu'il y a beaucoup de dessinateurs. Et ça, c'est assez dérangeant. Je veux dire, le dessinateur principal, c'est Brian Ching, qu'on peut voir dans la plupart des dessins. Et des fois, ça change, tu sais pas pourquoi. Et c'est assez perturbant. Contrairement aux comics Star Wars, Legacy, ou la jeunesse des Jedi, là où c'est Jen Dursama au dessin et c'est John Ostrander au scénario, là tu sais que c'est un gage de qualité. Mais là, le scénariste c'est John Jackson Miller, l'auteur du roman Obi-Wan Kenobi, que j'ai toujours pas lu d'ailleurs. Et pour les dessins, ça change souvent, et ça perturbe. Surtout pour le
Crossover Vector. Alors, j'ai rien contre les dessins un peu cartoonesques de temps en temps dans les comics, ça me dérange pas. Mais le problème, c'est que quand t'es habitué à certains styles de dessin, et qu'on te change subitement le dessin, c'est assez perturbant. Une carré qui ressemble plus à rien, il ressemble plus aux carré qu'on a découvert au début des comics. Alors voilà, c'est un petit détail que j'avais besoin de préciser. Et sinon, ces comics sont vraiment très bien. Et bien sûr, si vous voulez en savoir plus, je vous recommande fortement de faire le jeu. Le 1 du moins. Parce que le 2 est un peu plus complexe. Mais le 2 c'est l'histoire de Revan, donc c'est ce qui amène les événements qui amènent à ça. Et quand vous aurez fait le jeu, enfin les jeux, je vous conseille de lire le roman Revan. En fait, ce roman, c'est une intro au jeu The Old Republic. Le jeu online. Alors je sais pas si ça va rester online longtemps. Vu les nouvelles directions que prenne Disney, je sais pas. Peut-être que je ferai une vidéo prochainement sur la trilogie Darkbane. Qui elle se situe avant les événements des films. En fait c'est Darkbane qui a rédigé la règle des deux. Mais tout ça c'est une autre histoire évidemment. On en parlera prochainement dans une prochaine vidéo, peut-être. Mais c'est pas sûr. Hein. Allez. Salut. J'ai du mal à en croire mes yeux. Comment? Vous voulez dire que vous ne savez pas? Après tout ce temps, vous n'avez toujours pas compris. Les Jedi ne voient pas l'intérêt de tuer leurs prisonniers. Personne ne mérite d'être exécuté, quel que soit son crime. On dit que la Force peut avoir une influence terrible sur l'esprit. Elle est capable d'effacer votre mémoire et de détruire votre identité. Quelle meilleure arme y a-t-il que de convertir un ennemi à sa propre cause, d'utiliser ses propres connaissances contre lui?